Bonjour à toutes et à tous qui nous regardez derrière votre écran. Bienvenue dans cette rencontre organisée par la Foire du Livre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la romancière Eliette Abécassis pour son nouveau livre intitulé Instagrammable aux éditions Grasset. Vous avez décidé, Eliette Abécassis, de vous pencher sur le réseau social le plus populaire du moment, Instagram. Comment modèle-t-il nos imaginaires? Simplifie-t-il nos émotions? S'insinue-t-il même dans nos amours? Dans un roman qui colle à son sujet, c'est un vrai pari auquel vous vous livrez. Si Choderlos de Laclos vivait dans les années 2020, que s'écrirait le Valmont et la Merteuil d'aujourd'hui pour rimer avec leurs photos et leurs stories? Nous voici dans les liaisons dangereuses 3.0, un roman incisif qui sonde notre époque, un texte juste et saisissant. Alors Eliette Abécassis, quelle est la genèse de l'histoire? Comment vous est venue l'idée, le besoin de mettre en scène cette jeunesse en proie à l'indépendance et la violence induite par les réseaux sociaux? C'est en observant mes enfants. J'ai deux ados de 15 et 17 ans. Et c'est vrai que je les ai vus basculer peu à peu dans ce monde. Et j'ai eu l'impression de perdre le contact. Et même à un moment donné, de plus comprendre leur langage, qui devenait pour moi presque une langue étrangère, une novlangue, comme le dirait Orwell. Et j'ai voulu retrouver le contact et la communication avec mes enfants. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à ce monde d'Instagram, à ce monde des réseaux sociaux, des téléphones portables qui semblent greffés à leurs mains. Mais pas seulement les ados, en fait, c'est nous tous. Je pense que depuis, je dirais, 3-4 ans, on a complètement basculé dans ce monde où le soir, on s'endort avec notre portable, le matin, on se réveille avec notre portable. Et puis toute la journée, on répond de plus en plus vite, de plus en plus du tac au tac à toutes les sollicitations et les messages que l'on a, les mails, etc. Et je me suis dit que c'était un sujet de roman parce que c'est vrai que c'est notre réalité et que cette réalité, il était urgent de la penser, de la montrer et peut-être de la penser en la montrant parce que j'ai voulu écrire tout d'abord un roman, donc c'est une histoire divertissante avec des sentiments, des émotions, une intrigue amoureuse et aussi une volonté de montrer ce que l'on vit dans notre époque. Et parce que j'ai eu le sentiment qu'on s'est laissé envoûter, on s'est adonné au portable sans réfléchir à ce que l'on vivait et sans peut-être en prendre conscience, en étant vraiment happé. Et mes enfants, à un moment donné, m'ont dit, mais en fait, nous, on n'élèvera pas nos enfants comme tu les élèves. On fera des restrictions sur leur portable. Donc eux-mêmes, ils ont envie de ce recul, de prendre conscience que et de se limiter. Trop, et ça devient une véritable addiction. Tout ça, ça fait un véritable univers romanesque que j'ai essayé de décrire et puis d'investir en racontant une histoire. Alors comment est-ce qu'on mène l'enquête? Parce que c'est une autre génération, vous l'avez dit, c'est celle de vos enfants. Comment est-ce qu'on mène l'enquête? Comment est-ce qu'on trouve le mot juste? Comment est-ce qu'on décode ces codes? Comment est-ce que vous avez fait ça? Évidemment, je me suis abonnée à Instagram à mon petit niveau, parce que je ne suis pas du tout une influenceuse. Donc vous avez commencé Instagram avec ce livre? Oui, franchement oui, j'avais peut-être un compte avant, mais en tout cas je me suis intéressée à ce qui se passait. Je me suis intéressée à ce qui se passait sur les Instagram de mes enfants, des ados. Je me suis abonnée à des influenceuses et là j'ai commencé à regarder quelle était leur vie, ce qu'elles disaient, quel était leur langage. Je me suis beaucoup intéressée à leur langage parce que étant romancière, le langage est une question importante et j'ai voulu restituer la façon dont elles parlaient, leur débit, leurs phrases, leur grammaire, parce que tout ça est quand même très codifié. Et qu'est-ce que vous avez notifié justement là-dedans, dans ce langage? Qu'est-ce que vous avez perçu? Alors, j'ai perçu qu'il y avait des mots qui étaient récurrents, des façons de dire ces mots, des façons aussi de s'adresser aux abonnés en les appelant mes chéris, en créant ce qu'ils appellent cette proximité où on va vraiment avoir l'impression d'une amie qui nous parle et qui nous donne des conseils tous les jours et qui vient répondre peut-être à ce sentiment de solitude que l'on peut avoir dans ce monde moderne. Et là, on a l'impression d'avoir une amie
qui vient et puis qui nous montre sa vie, qui nous montre sa chambre, ses room tours, comment elle se parfume, comment elle se maquille. Et mes petits chéris, eh ben, je vais vous parler aujourd'hui de ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, je les ai beaucoup écoutées, ces influenceuses. Je me suis aperçue qu'elles étaient souvent des filles de parents qui sont plus ou moins dans le marketing, elles sont pas rentrées dans ce monde-là toutes seules. En fait, on les a fait entrer, on les a initiées à tous ces codes et au unboxing, c'est-à-dire à ouvrir des boîtes de produits qu'elles reçoivent. Et ce sont elles-mêmes en fait des produits, mais c'est naturel pour elles de le faire. Je crois qu'elles n'ont pas conscience qu'elles sont dans ce système, dans un système où effectivement on va essayer de vendre des tas d'objets, des tas de choses, des tas de marques et peut-être aussi un peu de soi parce que évidemment quand on se connecte à n'importe quel réseau social et que c'est gratuit, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et nous sommes habitués complètement, nous nous habituons chaque jour à vendre nos données, nos goûts, ce que nous aimons, ce que nous voulons, en fait nos désirs les plus intimes parfois, parce qu'à chaque navigation, nous sommes évidemment repérés, même si là on commence à cliquer avec les nouvelles politiques qu'on va essayer de mettre en place, mais bien sûr qu'on donne tout. Et ça nous paraît naturel. Et donc, c'est un système que j'ai voulu décrire où, je dirais, tout le monde est un peu victime et tout le monde... Et sous influence. Et sous influence, voilà, ce sont vraiment des influenceuses. Et on est sous l'influence d'influenceuses qui sont elles-mêmes sous l'influence de ce système, en fait. Qu'est-ce qui a été le plus galvanisant pour vous dans l'écriture de ce livre ? Ce qui a été le plus galvanisant, je crois que c'est le regard de ma fille. J'ai dédié ce livre à ma fille et en fait qui est pas une influenceuse mais qui est complètement dans ce monde et depuis qu'elle est petite je l'observe, j'adore l'observer et voir comment elle grandit, comment elle réagit et puis elle a très bien réagi au livre, elle m'a fait des remarques, des critiques justement sur le langage parce que je l'ai écrit pendant 3 ans et c'est un langage qui évolue très très vite et sur les codes et donc elle m'a corrigée en quelque sorte et puis quand elle m'a dit que c'était juste qu'elle avait l'impression de s'y retrouver, de retrouver son univers, j'étais très contente d'avoir réussi à restituer une certaine vérité de ce que nous vivons tous en fait. Tout à fait. Alors, un roman choral où Jade, l'influenceuse, personnage de votre histoire, est en fait la marquise Madame de Merteuil, le beau Léo, séducteur, est donc Valmont, et puis Sacha, l'ingénue, en Cécile de Volanges, qui va se retrouver prisonnière du jeu de séduction. Alors, personne n'avait eu encore l'idée de faire de Instagram un peu un remake des Liaisons dangereuses. Comment vous est venue l'idée, le prisme des Liaisons dangereuses, pour parler d'Instagram ? Absolument, je crois que d'abord c'est le titre parce que je me suis dit les liaisons dangereuses digitales, cette idée de liaison et effectivement du risque que l'on prend à entrer dans la visibilité absolue avec tout ce que ça comporte de pression sur les ados, sur leurs images, les histoires dramatiques, comme on l'a vu encore récemment, où les jeunes se font harceler, où il y a du revenge porn et des nudes et des images qui circulent et qui font qu'ils vont se sentir tellement insécurisés que ça va mener à des vrais drames. Donc cette question de danger, c'était ce titre. Et puis après, je me suis retrouvée à relire ce livre attentivement, Les liaisons dangereuses, donc de Choderlos de Laclos, et à voir à quel point il était actuel, à quel point il parlait de notre société justement, puisqu'il parle de manipulation et d'influence. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée d'adapter les personnages, et pas seulement les personnages, j'ai repris vraiment fidèlement l'intrigue de Choderlos de Laclos avec ce couple, effectivement, la Merteuil et Valmont, le séducteur, qui se retrouve être la marquise de Merteuil, l'influenceuse, la manipulatrice.
et le jeune séducteur Léo, qui vont manipuler une jeune fille, un ingénu qui est Cécile de Volanges, et donc dans mon roman Sacha. Et avec les personnages secondaires aussi, le chevalier d'Ancenis, qui est Solal dans mon roman, puisqu'elle le rencontre, elle fait de la musique avec lui au conservatoire. Et Emma, qui est la présidente de Tourvel, qui est une jeune fille assez réservée, catholique, croyante, et qui va tomber amoureuse de Léo. Et j'ai repris vraiment, alors avec ces 5 personnages, la façon dont Choderlos de Laclos les fait se rencontrer et entremêle ces intrigues en les réadaptant aujourd'hui. Alors, ça ne va pas être un roman épistolaire, puisqu'on ne s'écrit plus, mais en même temps, on s'écrit beaucoup, parce qu'on écrit des SMS toute la journée. Donc, c'est un roman par SMS et surtout par message, par vocaux, parce que de plus en plus, ce sont des messages vocaux ou par appel de FaceTime, puisque c'est la grammaire de notre époque. Alors, vous auriez pu choisir aussi TikTok, Snapchat, Facebook. Vous avez choisi Instagram. Pourquoi en particulier ce réseau social ? Instagram me semble effectivement représenter le réseau social par excellence, parce que c'est un réseau de la visibilité et de l'image, où on poste beaucoup de photos, mais aussi des stories. Alors des stories, c'est des petites histoires très courtes qui vont montrer notre vie. Et puis, j'aime Instagram parce que c'est un réseau plutôt positif par opposition à Twitter où on échange des insultes. Instagram, on dit, c'est le réseau du bonheur. Alors, on montre son bonheur, on crée son bonheur parfois un petit peu artificiellement, tout est toujours merveilleux. Les gens, ils mangent des avocats de toast dans des beaux endroits, des beaux hôtels, des belles filles avec des maillots de bain. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est aussi tout le côté esthétique, avec cette esthétique de qu'est-ce qui est Instagrammable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça va être des couleurs, ça va être une ambiance, un restaurant qui va pas être forcément un grand restaurant, mais un petit restaurant un peu bohème, avec cette ambiance Instagrammable que j'ai essayé d'approcher, de définir. Et justement, qu'est-ce qui n'est pas Instagrammable ? Alors, à un moment donné, la mère de Sacha, Ariane, se promène dans sa ville natale et puis, oui, elle s'aperçoit que les choucroutes, c'est Strasbourg. Ah non, ce n'est pas Instagrammable parce qu'il faut mieux faire quelque chose d'un petit peu plus diététique et vert, qu'elle-même n'est pas Instagrammable. Comme le lui dit sa fille, elle est beaucoup trop vieille pour être Instagrammable. Donc, ça va être des choses qui sont autour de, je dirais, une certaine définition d'un bonheur à la fois accessible et à la fois accessible dans le sens où ça va être une maison bien arrangée, un joli hôtel, un joli paysage et une jeune fille qui va avoir les cheveux lisses, les ongles faits et qui va être parfaitement maquillée dans cet univers magnifique. Très bien. Alors, dans une précédente interview, vous avez dit quelque chose de fort, je vous lis. Vous avez dit « Aujourd'hui n'a jamais été aussi important puisque la lecture, lire aujourd'hui, n'a jamais été aussi important puisque la lecture nous permet de prendre du recul face aux images pour réfléchir et surtout arrêter de subir. » Qu'est-ce que vous entendez par là, arrêter de subir ? On subit beaucoup ? Oui, je crois qu'on subit beaucoup un flux d'images. En fait, ce qu'on subit, c'est ce flux. C'est l'événement permanent, c'est-à-dire dans nos vies quotidiennes et sans aucun système de valeurs. C'est-à-dire qu'on va avoir les soldes sur tel site qui viennent en même temps qu'un tsunami, en même temps que le Covid et en même temps qu'une guerre dans une partie du monde. Et 50 messages de nos amis, de nos groupes WhatsApp et de nos réseaux sociaux. Et tout ça vient en permanence dans la journée solliciter notre esprit et même notre cerveau en le mettant sans cesse sous tension parce qu'il faut répondre à ces messages, parce qu'il faut consulter ces notifications. Et ça, c'est ce qu'on subit. On subit ce flux. À un moment donné, il faut arriver à sortir du flux. Alors, moi, je ne condamne pas du tout, j'adore la modernité,
J'adore les réseaux sociaux. Je suis abonnée à plein de bookstagrammeuses et je découvre des choses extraordinaires grâce aux réseaux sociaux. Je suis très contente d'avoir accès à des bibliothèques dans le monde entier juste par un clic. Mais je ne veux pas subir ce flou. Et donc, pour ça, oui, la lecture, c'est essentiel parce que quand on lit, eh bien, on se concentre sur autre chose et on se concentre sur quelque chose parce que ça devient de plus en plus difficile de se concentrer. Et je le vois même moi dans l'écriture, quand j'écris, j'ai du mal à me concentrer parce que mon cerveau, il y a une partie de mon cerveau qui me dit que je dois répondre à un mail. Donc, il faut arriver dans cette autre temporalité et se mettre dans cette forme de sérénité qu'implique la lecture, d'identification et surtout retrouver face à l'image et au règne de la visibilité le visible et l'invisible, enfin, l'invisible derrière le visible, donc l'imaginaire et l'imagination. Et quand on lit effectivement, par opposition à l'image qui nous impose sa réalité, eh bien on fait travailler notre imaginaire. Et ça, c'est essentiel pour la vie, pour l'amour, pour la créativité et pour simplement en fait l'humanité, quoi. Est-ce qu'il y a un avant, un après? J'imagine que de faire ce livre, vous parlez de 3 ans, c'est long, 3 ans. Est-ce que vous, dans votre pratique au quotidien, dans votre connexion, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, en faisant ce livre, effectivement, en me mettant obsessionnellement dans ces réseaux, eh bien, justement, j'ai réfléchi à comment je pouvais me ressaisir dans des moments où je sortirais de la connexion, me mettre en connexion. Et je dois dire que à la maison, j'ai instauré des moments sacrés que sont les moments des repas, parce que dans les repas, eh bien, on doit absolument poser son portable et ne le prendre sous aucun prétexte, parce que maintenant, on a toujours envie, au cours d'une conversation, quand on a un trou de mémoire, eh bien, de prendre son portable et de dire « Ah oui, c'est ça », en recherchant la chose. Mais non, en fait, cherchons dans notre mémoire, faisons une pause, juste le temps d'échanger, de se regarder face à face, de déjeuner ou de dîner ensemble. Ça me paraît essentiel. Et aussi, peut-être, un jour par semaine, de se déconnecter complètement pour arriver à, en quelque sorte, se ressourcer et revenir après. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc tout ça, pas du tout, mais il s'agit juste de garder une certaine mesure. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'Ariane en vous? Parce que donc la maman de Sacha, un personnage voilà, qui doit gérer sa fille, les réseaux sociaux, elle va même jusqu'à mettre une application de contrôle parental sur le téléphone. Est-ce que c'est un peu vous, Ariane, avec votre fille? Bien sûr, Ariane, c'est moi, c'est un peu toutes les mères aussi que j'observe autour de moi, où on veut garder le contact avec nos enfants. Nous-mêmes, nous sommes happés par nos portables et puis par notre vie, notre travail. En fait, on a complètement perdu le temps avec le monde technologique qui est censé nous en faire gagner. On se retrouve à faire 10 000 tâches qu'on ne faisait pas avant et surtout justement être sans cesse connecté, et on essaye de se ressaisir et on essaye de retrouver le contact avec ses enfants. Et puis je pense, alors à un moment donné, moi j'ai effectivement mis des logiciels de contrôle quand les enfants étaient plus petits. Maintenant, c'est absolument impossible parce qu'avec des adolescents, on ne peut pas. Mais plus petit, je pense que c'est une folie de ne pas le faire parce que c'est comme si on donnait un portable à nos enfants et puis qu'on les laissait se balader. Enfin, c'est comme si on les laissait se balader à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans n'importe quel quartier de la ville où règne la violence, la sexualité, à des âges où bien, ils ne devraient pas avoir accès à tout ça. Donc, effectivement, les logiciels de contrôle permettent de restreindre les sites et puis aussi de faire des coupures et permettre à nos enfants de dormir parce que les enfants ont besoin de ces limites et ils ont besoin d'avoir des moments où eux-mêmes ils sont en paix avec eux-mêmes et ils retrouvent ce que l'on a perdu aujourd'hui, et je crois dans notre modernité, c'est l'ennui. Alors on ne s'ennuie plus jamais, même dans les salles d'attente, on est sur nos portables. Chez nous, dès qu'on a une seconde, on est sur le portable. Et en fait, l'ennui, c'est très fécond parce que c'est de l'ennui que vient l'envie de créer, l'envie d'aimer, l'envie de voir ses amis, de converser pour dire n'importe quoi, à bâton rompu. Oui.
Oui, c'est du manque, le manque est très fécond, tout à fait. Alors justement, ce livre, hein, on sait bien quand un auteur entame une écriture, un livre, c'est toujours prendre des risques, sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Ce qui a été le plus difficile, ça a été un livre très très difficile à écrire. J'ai eu énormément de mal, plus que les autres, parce que justement, ce n'est pas ma génération, ce n'est pas mon univers, même si il y a des personnages de ma génération que sont les parents. J'ai réintroduit les parents, mais il fallait que j'arrive à dépeindre avec justesse. Et être crédible. Oui, tout à fait. Voilà, de façon crédible. Et ça a été extrêmement complexe parce que il faut pas non plus les caricaturer il faut rester dans, parce que finalement il y a quelque chose aussi de complètement éternel dans la jeunesse, dans l'adolescence. C'est un âge très romanesque et très passionnant. Depuis François Sagan, Bonjour Tristesse, il y a aussi La Boum, c'est cette époque où on est en recherche de son identité, de sa personnalité, et c'est une époque initiatique où on va vraiment devenir passer de l'enfance au monde adulte. Donc il y a quelque chose qui est permanent, qui reste et que l'on peut retrouver en soi. Et d'ailleurs, moi, je crois que j'ai jamais quitté l'adolescence. Donc ça m'était facile. Mais ça, c'est intéressant parce que vous devancez ma prochaine question qui est quel type d'ado vous étiez? Si vous aviez 15 ou 18 ans aujourd'hui, est-ce que vous seriez une influenceuse? Alors non, pas du tout, je crois pas. J'étais plutôt une ado très réservée, je lisais beaucoup, je restais beaucoup dans ma chambre. J'étais dans mes voyages intérieurs. J'étais pas du tout une leader ni quelqu'un qui va être au devant de la scène. J'étais au contraire en pleine période justement où j'ai découvert la philosophie, où j'ai découvert les romans. Et ça a été déterminant pour moi parce que je pense que les ados sont aussi et surtout en quête de sens. Et il faut leur donner du sens. Et j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres, des professeurs qui m'ont apporté ça dans la vie. Donc voilà, j'étais pas du tout une influenceuse. Très bien. Alors Instagrammable, on peut le dire, est adapté en ce moment même au cinéma par une jeune réalisatrice qui s'appelle Sandy Lobry, si je ne me trompe pas. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé, cette rencontre et cette adaptation au cinéma, qui n'est pas rien quand même. Mais oui, Sandy Lobry a réalisé un court-métrage qui s'appelle justement Influenceuse, qui est sorti il y a 1 an. Et c'est un court-métrage qui est entièrement filmé sur le portable d'une ado. C'est-à-dire, en fait, la prise de vue est par le portable et on a accès à toute son histoire juste en voyant son portable. Donc, on découvre justement les notifications, les FaceTime, ce qu'elle regarde, les sites sur lesquels elle va, l'influenceuse qu'elle adore. Et puis là, il y a toute une histoire entre elle et cette influenceuse qui la fascine. Et quand j'ai vu ce portable, j'étais en train de terminer mon roman et je me suis dit qu'il y avait effectivement quelque chose de très similaire entre ce que j'étais en train d'écrire et ce qu'elle montrait dans son portable. Et du coup, je l'ai contactée par Instagram c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés et qu'elle a eu envie d'adapter le livre. Et comment ça se passe? Est-ce que vous participez? Est-ce que vous avez un droit de regard? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, nous écrivons ensemble, nous avons écrit ensemble et puis en adaptant le livre et en réfléchissant à toutes les idées visuelles, enfin le fait de traduire tout ça en images, mais le livre est déjà assez découpé, finalement scénarisé, et en reprenant certains personnages, en enlevant d'autres, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans le livre, on les suit. Dans un film, il faut peut-être avoir une narration un petit peu plus linéaire. Et puis à partir de là, c'est elle qui va faire son film et qui va le réaliser avec sa façon très singulière de réaliser et de filmer. Donc une belle histoire à suivre. Comment réagissent vos lecteurs? Quelle a été la réception de ce livre? Et c'est une double question parce que je vous demande ça par rapport aux jeunes, mais par rapport aussi aux moins jeunes. Voilà. Oui, alors mes premières lectrices, ça a été ma mère et ma fille. Et ma mère m'a dit merci, je comprends enfin ce qui se passe dans la tête de mes petits-enfants.
Et j'ai l'impression de découvrir ce qu'ils font parce que je me demande toujours mais que font-ils tout le temps sur leur portable? Et voilà, je comprends enfin. Et ma fille aussi a bien réagi, donc j'ai l'impression que c'est un livre qui peut justement parler à toutes les Un peu générations. transgénérationnel, oui. Je l'espère en tout cas. Et pourquoi? Parce que je crois que c'est important de raconter une histoire. Quand on raconte une histoire, quand cette histoire est prenante, eh bien effectivement, tout le monde peut s'identifier et rentrer dans cet univers. Quel était votre objectif à vous en écrivant ce livre? Qu'est-ce que vous Moi, espérez déclencher chez les lecteurs en vous disant « bon, là, j'ai réussi ce que je voulais faire ». je voulais montrer sans démontrer. Je voulais pas faire un essai, je voulais pas faire un livre à thèse. Je voulais distraire et montrer cet univers. Mais aussi, à travers le fait de montrer, de raconter cette histoire, dénoncer les dangers des réseaux sociaux et les alerter sur le fait que le moment est venu de réfléchir à ce que l'on fait. Et j'ai écrit le livre que j'aurais voulu lire parce que finalement, il n'y a pas de livre encore sur cet univers et dont j'avais besoin. J'ai mis de l'ordre dans mes obsessions, comme le dit Camus, parce que en tant que maman, j'étais très préoccupée par les dérives de ce monde. Et puis voilà, je voulais aussi amuser. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant, grâce à ce livre aussi? Est-ce que vous comprenez mieux vos enfants, cette génération? Oui, je les comprends mieux. Je crois que je suis rentrée en paix. Je crois que c'est important de ne pas être en guerre parce qu'il peut y avoir vraiment. Ce que j'ai senti, c'est que entre mes parents et moi, quand j'étais ado, effectivement, il y avait deux mondes, mais on avait quand même le même langage. Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un vrai conflit entre les générations et que si on est là à leur dire tout le temps arrête d'être sur ton portable, arrête de on va rentrer dans une vraie guerre de génération. On va être des vieux avec des jeunes et des vieux qui ne comprennent rien à ce qu'ils vivent. Et en fait, non. Il faut essayer de rétablir un pont. C'est ce que j'ai essayé de faire pour les ramener à ce que tous les réseaux sociaux pourraient avoir de bon sans les laisser se perdre. Comme le petit poussé, je cite souvent ce conte parce que je crois qu'il est très pertinent aujourd'hui. Les parents ont le choix soit d'être en guerre, soit d'arrêter d'être en guerre et puis alors de les laisser complètement s'adonner à leur réseau sans mettre aucune restriction. Et là, c'est effectivement les parents du petit poussé qui vont perdre leurs enfants dans la forêt pour se faire dévorer par l'ogre technologique. Et il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas les lâcher. Et donc, il faut baliser. Ah ouais, il faut absolument lutter, il faut les garder avec nous, mais sans être contre eux. Alors, petite question sur vous et sur votre pratique d'écriture. Quels sont vos rituels? Comment est-ce que vous écrivez? Quand est-ce que vous écrivez? Alors, j'écris un peu toute la journée. J'écris aux heures d'école, puisque je me lève avec les enfants. Je prépare le petit déjeuner et puis quand ils sont bons, et bien moi-même je me mets à ma table et j'écris un peu toute la journée jusqu'au moment où ils rentrent et là c'est de nouveau l'heure des mamans et je me remets un peu à écrire le soir. Donc c'est tout le temps l'écriture, vraiment c'est. Ça ne vous quitte jamais. Oui, c'est l'écriture. Enfin, il faut rentrer vraiment dans l'écriture et se laisser porter par ces personnages jusqu'au moment où où ils arrivent à être vrais et à peupler notre réalité comme s'ils existaient, quoi. Donc, je vis avec eux, avec les personnages. Très bien. Et alors après Instagram, on va vous lire sur quoi? Est-ce qu'il y a des projets qui sont dans les cartons? Oui, bien sûr, il y a des projets, absolument. J'aime bien ne pas faire toujours le même livre. Donc là, j'ai été effectivement dans notre époque avec un livre très contemporain. Et là, je m'intéresse, comme dans mon livre Séfarade, où j'ai écrit l'histoire d'une famille, un peu une saga familiale qui est une famille juive marocaine.
Et là, je reviens sur cette histoire familiale d'un exil de gens qui sont partis de leur pays, du Maroc, pour aller vivre en France. Et donc, c'est un tout autre univers, c'est d'autres recherches, c'est le passé, mais c'est aussi notre futur. Et c'est un très bon teaser. Alors c'est bientôt la fin de cette rencontre, mais avant de se quitter, j'ai quelques petites questions pour vous, Eliette. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Le dernier livre que vous avez lu et qui vous a touché ? C'est le livre d'Achille de Vigan, Les enfants sont rois, qui parle du même thème que le mien, c'est-à-dire les réseaux sociaux et les enfants, mais plus sur l'angle des parents qui vont utiliser leurs enfants. Mais ce livre m'a beaucoup touchée, oui, m'a passionnée. Très bien. L'écrivain ou l'écrivaine qui vous a donné envie d'écrire ? Alors, c'est Umberto Eco avec Le nom de la rose. Et là, je me suis dit qu'il avait vraiment inventé une forme narrative nouvelle avec cette idée de donner ses lettres de noblesse au thriller, au polar, et de faire un polar ésotérique. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire mon premier roman qui s'appelle Qumran, qui est un thriller ésotérique avec, à partir des manuscrits de la mer morte, et une enquête jalonnée de meurtres d'un père et d'un fils qui vont rechercher à la fois les meurtriers, mais aussi la vérité sur le judaïsme, le christianisme à l'époque antique. Très bien. Le compte Instagram qu'il faut suivre ? Alors, il y en a beaucoup. C'est tous les comptes des bookstagrammeuses. Je les adore. J'adore la façon dont elles parlent des livres parce que c'est des lectrices. J'ai commencé avec Agathe the Book parce que Agathe a une façon de parler des livres qui est absolument passionnante et elle n'a pas sa pareille pour donner envie de lire. Donc, mais toutes les bookstagrammeuses donnent tellement envie de lire, c'est merveilleux. Très bien. Alors, le lieu pour s'évader, c'est où ? Alors, je dirais que depuis le Covid, c'est n'importe où dans la nature. On a vraiment envie de quitter la ville. Et dès qu'on a un petit espace d'oxygène, un petit coin de campagne, un petit jardin, une montagne ou un petit coin de mer, encore mieux, c'est le rêve. C'est le luxe, ça devient le luxe absolu. Et pour terminer, le livre qu'il faut absolument avoir lu ? Je dirais que c'est la Bible. Retournons à la Bible, à ce formidable roman, avec plein d'histoires, avec beaucoup de sagesse, avec les 10 commandements qui vont nous dire comment se comporter vis-à-vis d'autrui. Franchement, on n'a pas fait mieux, non ? Eh bien, on terminera avec la Bible alors. Ce sera le mot de la fin. Merci Eliette Abécassis. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous regardez. Nous vous invitons à découvrir et à lire le livre d'Eliette Abécassis. Ça s'appelle Instagrammable et c'est aux éditions Grasset.